bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, en partenariat avec Place de la Bourse by FR, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous serons en direct sur notre plateau avec Maxence Devillers, Maxence qui est analyste commo agricole chez Agritel et avec qui nous reviendrons sur les facteurs clés de la saison 2023 et surtout également, entre autres, sur les propos de Michel-Édouard Leclerc accusant les opérateurs des marchés agricoles d'être responsables de l'inflation des denrées alimentaires. Puis, après cette intervention, nous serons en duplex avec Mathieu Driol qui, vous le savez, est analyste senior chez Day by Day, qui nous présentera ses comos du jour. Donc, eh bien voilà, en ouverture de notre mini-mag, on va aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Les prix du café Arabica devraient afficher une baisse de 12% en 2023 avec comme explication principale une récolte abondante chez le premier producteur mondial, le Brésil, qui devrait entraîner un excédent mondial de café au cours de la saison 2023-2024 selon un sondage effectué par Reuters. La récolte de café du Brésil au cours de cette saison devrait grimper à 67,1 millions de sacs de 60 kg contre une estimation médiane précédente de 61,5 millions de sacs. La prévision médiane était cependant inférieure au consensus de 71 millions de sacs dans un sondage également réalisé par Reuters et publié en juillet dernier. Le Brésil prévoit que sa saison de récolte 2022-2023 produira jusqu'à 310,6 millions de tonnes de céréales, soit 38,2 millions de tonnes de plus que la dernière récolte, a déclaré le 8 février dernier, mercredi dernier, la compagnie nationale d'approvisionnement, le CONAB. Elle prévoit également une augmentation des surfaces cultivées et de la productivité, ce qui devrait se traduire par une récolte de 26,5 millions de tonnes pour la première récolte et de 95 millions de tonnes pour la seconde. Cependant, une forte baisse de la productivité due aux faibles précipitations a été enregistrée lors de la récolte de maïs et de soja dans l'état du Rio Grande do Sul, a signalé le président de la CONAB, Guillermo Ribeiro, ajoutant que la partie centre-ouest du pays, comme l'état du Mato Grosso, a bénéficié d'un climat favorable. Enfin, en ce qui concerne le riz, la CONAB prévoit que sa production atteindra 10,2 millions de tonnes. En affichant d'excellents chiffres à l'export, la filière céréales assure plus que jamais sa mission fondamentale de nourrir les Français, mais aussi de nombreux pays en difficulté d'approvisionnement. Cette dernière confirme en effet son rôle majeur dans la balance commerciale en 2022. Elle a exporté près de 11 milliards d'euros de céréales, contre 6,6 milliards en 2021, et plus d'1 milliard d'euros de produits céréaliers, contre 634 millions en 2021. Cette hausse s'explique par une augmentation marquée des prix mondiaux dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi par une progression des volumes exportés. Ainsi, pour le blé tendre, l'augmentation des volumes est de 25% par rapport à 2021, avec plus de 30 millions de tonnes de céréales exportées en 2022. La France devient le 7e exportateur mondial de céréales brutes et le 4e exportateur de blé tendre. Nous allons marquer une toute première pause dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur et juste après, je serai en plateau avec Maxence Devillers. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour le Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et il est l'heure désormais de retrouver sur notre plateau Maxence Devillers. Bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maxence, je rappelle que vous êtes analyste commo agricole chez Agritel et qu'avec vous on va parler inflation, produits agricoles, spéculation. Mais avant de commencer, c'est l'actualité un peu brûlante sur les marchés des matières premières agricoles. C'est la publication mercredi dernier du rapport USDA 2023. Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des surprises ou non? Alors, concernant ce rapport, il n'y a pas eu énormément de surprises. L'USDA a sorti des estimations plutôt dans les attentes. En revanche, on sait qu'il y aura d'autres modifications à venir dans les mois qui vont venir, notamment sur les productions d'Amérique du Sud, par exemple, en ce qui concerne le soja ou le maïs. Et pour quelle raison? À cause d'une sécheresse qui a frappé l'Argentine et le sud du Brésil, et diverses intempéries. Ok, alors vous parlez justement des phénomènes météorologiques qui étaient finalement, je dirais, le catalyseur principal des marchés agricoles jusqu'à l'année dernière, puisque l'année dernière, patatras 2022, les marchés agricoles sont entrés dans une nouvelle ère, une ère d'incertitude, chamboulée par un conflit armé sur le sol européen, qui a mis en exergue la fragilité des systèmes alimentaires jusqu'alors en place. Pour vous, Agritel, quels sont les facteurs clés de la saison 2023? Est-ce que 2022, on fait un calque 2022 et on le pose sur 2023? Non. On estime que les enjeux ne sont plus les mêmes par rapport à il y a un an. La guerre est un événement qui est
arrivé donc, au mois de février dernier. Les opérateurs s'en sont plutôt plus ou moins accommodés. En revanche, on a d'autres risques qui vont venir vis-à-vis des conséquences qui ont lieu après la guerre, notamment sur la récolte 2023, qui a été emblavée notamment pour le blé dans l'hémisphère nord, avec des surfaces notamment en baisse en Ukraine, liées au conflit, également en Russie. Et il y a également une autre question, qui est plutôt sur le corridor d'exportation depuis l'Ukraine, qui avait été reconduit au mois de novembre jusqu'au 19 mars, et qui doit encore être reconduit après ce 19 mars. D'accord. Bah, effectivement, s'il n'est pas reconduit, ça crée un goulot d'étranglement mécaniquement, moins de matières premières sur les marchés, les prix montent, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, comme par exemple la crise sanitaire? Est-ce que l'ouverture de la Chine, c'est un facteur auquel il va falloir faire attention? Il y a d'autres facteurs comme ça que vous avez en tête? Oui, exactement. Vous parlez de la Chine, c'est un élément qu'on suit. Les avis sont un petit peu divergents en ce qui concerne la Chine. Certains parlent d'un retour en puissance de la Chine aux achats de matières premières, agricoles, mais également non oui, c'est ça de bien. Oui, c'est ça de bien. Donc ça c'est un élément, certains le pensent, d'autres pensent plutôt le contraire, donc c'est un élément qu'on va suivre. En revanche, oui, ça peut être un élément plutôt catalyseur, comme on l'a connu en 2020, au moment du Covid, où la Chine a acheté des millions de tonnes de céréales supplémentaires qu'elle n'achetait pas auparavant. Très clair, merci. Il y a également un autre facteur qui, alors lui, très clairement, qu'on peut prendre sur la saison, l'exercice 2022, et qu'on va calquer sur 2023, c'est la crise énergétique. Est-ce qu'on peut qualifier 2023 d'une année qui serait une année de surchauffe? En ce qui concerne les énergies. Quel va être l'impact, oui, exactement. Alors, sur les intrants aussi également. Les impacts sont compliqués à mesurer. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un impact direct du prix du gaz, notamment sur les usines de première transformation de matières premières agricoles, notamment les meuneries, les triturateurs, les estérificateurs pour faire des biocarburants, et d'autres usines en tout genre qui demandent de l'énergie. Ça, c'est un premier élément. Autre élément lié à la crise énergétique, vous l'avez dit, c'est le prix des engrais qui avait flambé, qui s'est bien replié au même titre d'ailleurs que le prix des céréales. C'est pour ça que, contrairement à l'année dernière, on ne parle plus vraiment de pénurie d'engrais. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des problèmes notamment logistiques qui sont liés au coût des carburants, mais également aux disponibilités de main-d'œuvre et de camions sur le territoire français. D'accord, donc ça va créer mécaniquement de l'inflation? L'inflation, on la voit sur les produits finis et aux consommateurs depuis quelques mois. En revanche, il faut être conscient que le prix des matières premières agricoles a bien baissé depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai notamment, et l'inflation n'a pas ralenti. Il faut comprendre que sur les marchés des matières premières et des produits finis, il y a une inertie qui est importante et qui demande du temps entre la matière première, la hausse de la matière première et la hausse du produit fini. Combien de temps? Ça va de 6 mois à 1 an selon les estimations. Mais ça peut être assez... 6 mois, 1 an, c'est du simple au double. Du coup, c'est rapide ou c'est long? C'est plutôt un temps long. Il y a beaucoup d'inertie entre ces différents éléments. On le voit bien d'ailleurs puisque l'inflation est encore là, alors que, comme je l'ai dit avant, les prix des matières premières ont baissé depuis le mois de mai. Oui, très clairement. Alors, il y a l'INSEE qui a publié ses prévisions d'inflation pour les 2 premiers trimestres 2023. La composante principale, c'est les produits alimentaires. Ouais. Du coup, effectivement, donc on peut dire que l'inflation n'a pas encore rendu les armes et devrait plonger l'agriculture et le monde agroalimentaire dans l'incertitude pour 2023. C'est encore effectivement une incertitude majeure en tout cas. Exactement. Très clair, merci. Toujours au chapitre de l'inflation, je voudrais revenir avec vous sur les propos de Michel-Édouard Leclerc qui m'ont surpris et j'aimerais vraiment avoir votre avis puisqu'il accuse les opérateurs de marché d'être en partie à l'origine de l'inflation sur les produits alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est juste dans son analyse ou il va un peu loin, il se dédouane? Alors, je ne vais pas commenter exactement ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc, je vais juste apporter des éléments de réponse. Il faut comprendre que la spéculation existe depuis toujours, mais il faut bien séparer deux notions qui sont la spéculation et l'anticipation. L'anticipation, Michel-Édouard Leclerc en a parlé, c'est quelque chose d'humain. On l'a vécu pendant le Covid et encore il n'y a pas longtemps en ce qui concerne les carburants. Lorsqu'on a peur d'une pénurie, on anticipe et donc on se précipite à l'achat pour différentes commodités ou différents produits. C'est ce qui se passe aussi sur le marché des matières premières. Il faut être conscient que la spéculation, Michel-Édouard Leclerc en parle à la hausse, la spéculation existe aussi à la baisse. Donc il y a des éléments divergents. La spéculation, oui, elle existe. En revanche, ce n'est pas elle qui déterminera le prix
finale. Oui, d'accord, ce sont des opérations de couverture ou de stratégie. L'idée première, c'est pas d'influencer notamment le prix. Ouais. Ok, très clair. De toute façon, alors il y a un rapport du Sénat et de l'Inspection générale des finances qui a été publié fin 2022 qui dit globalement fournisseurs et distributeurs ont comprimé leurs marges au cours de l'exercice 2022 et que l'inflation, justement pour éviter l'inflation des produits et l'inflation auprès des consommateurs. Merci Maxence, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Maxence de Villers, commo-analyste chez Agritel. On marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du Minimac de l'acheteur. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette édition du Minimac de l'acheteur et pour clôturer en beauté, je suis avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. On va commencer votre commo du jour par le sucre. Alors vous m'avez mis numéro 11, moi je ne comprends pas, mais donc en tout cas c'est le sucre. Toujours est-il que selon la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies dédiée à l'agroalimentaire et à l'alimentation, le prix des produits alimentaires et du sucre notamment a baissé en janvier. Est-ce que ça se voit techniquement ? Pour moi, pas vraiment. En tout cas, graphiquement, c'est pas du tout ce que j'ai dans mes prix. Le prix du sucre, en fait, depuis 2020, il a fait plus que doubler, tout simplement. Les cours suivent une très belle tendance haussière, assez construite. Alors, ils ont marqué, on va dire, une longue phase de pause. Elle a pris quasiment un an entre juillet 2021 et juillet 2022. Cette pause était très faible en amplitude et donc mécaniquement elle a duré assez longtemps. On a effectivement deux façons de corriger une tendance haussière. Soit c'est rapide et plutôt profond, assez violent, soit c'est pas très profond mais ça prend beaucoup plus de temps tout simplement. C'est ce qui s'est passé et c'est visible sur ce graphique par l'intermédiaire de ce canal descendant dont les cours sont sortis par le haut en début d'année. Donc signal haussier. Un mouvement qui se développe assez gentiment, tranquillement, il n'y a pas d'excès, c'est assez bien construit. Les précédents sommets comme 2051 deviennent à leur tour support. En témoigne la petite mèche basse réalisée sur la bougie de la semaine. On a donc un mouvement qui peut se poursuivre à un rythme pas forcément important, mais en tout cas qui peut durer longtemps. Les prochaines résistances, elles datent de 2012, elles sont à 24, puis 26, 28. On a encore du potentiel, on n'a aucun signe de faiblesse, le sucre va continuer à grimper dans les mois à venir. Écoutez, merci beaucoup Mathieu pour ces précisions et votre œil. On va poursuivre avec le blé. Oui, le blé américain qui est vraiment, en fait, j'en avais déjà parlé, j'essaye d'en parler assez régulièrement, puisqu'il est vraiment sur le fil du rasoir, sur un niveau qui est pour moi un niveau vraiment très très important dans la lecture, c'est aux alentours des 735. Pourquoi ? Ce niveau, vous voyez sur le graphique, a déjà été 3 ou 4 fois soutien des cours. À chaque fois, il avait provoqué des rebonds assez notables. Et ça fait maintenant 3-4 semaines qu'on le travaille, on passe un peu en mèche dessous, on voit des acheteurs revenir. Et d'ailleurs, ce soutien est bientôt renforcé par une moyenne mobile à 200 périodes qui est ascendante. Le travail de ces cours, le retour des acheteurs est un premier signe effectivement de l'importance de ce soutien, mais le réel signal haussier que l'on pourrait avoir sur le blé, en tout cas pour les semaines à venir, ça serait le franchissement du dernier sommet descendant qui se situe à 799. Ça validerait ici une petite figure de retournement de tendance en double creux, ce qui ouvrirait un potentiel de retour sur le haut d'un large intervalle en direction de 948. Donc surveillez à court terme la reprise haussière, surveillez à moyen terme le franchissement des 800 pour ouvrir un nouveau potentiel de hausse. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on commence à rentrer dans une saisonnalité sur les blés. Le printemps qui a tout en fonction de la qualité, des possibilités de semis, des problématiques climatiques, peut commencer à tendre un petit peu ce marché. Y aura-t-il une nouvelle ou pas pour se faire ? Ça j'en sais rien du tout. En tout cas, graphiquement, j'aurai un clair signal de hausse au-dessus de 800. Clair signal de hausse, donc lecture haussière sur le sucre et sur le blé américain. C'est bien ça ? Tout à fait.
Parfait, merci. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day qui est avec nous tous les 15 jours pour la commo du jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je voudrais, avant de refermer le journal, avoir une petite pensée émue pour toutes les familles turques et syriennes qui traversent quelque chose de dramatique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end sur TV Finance.